Avez-vous déjà eu cette impression, ce sentiment étrange que vous voyez quelque chose que personne d'autre ne perçoit? Je ne parle pas d'hallucination, Je parle de ce moment précis où vous discernez un schéma, une vérité cachée, une illusion collective que tous ceux qui vous entourent ignorent superbement. Et quand vous essayez d'en parler, regard vide, sourire poli, ou pire, une inquiétude sincère dans leurs yeux. Comme si vous aviez perdu la raison. Alan Watts a passé des décennies à étudier ce paradoxe existentiel. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que la culture occidentale vous a vendu sur la conscience et l'éveil, parce que la vérité, la vraie vérité, c'est que voir ce que les autres ne voient pas ne vous rend pas spécial, ça vous isole profondément. Et il y a un danger réel dans cet isolement, un danger que peu de gens osent admettre. Réfléchissez. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a appris que le savoir, c'est le pouvoir, que plus vous comprenez, plus vous êtes libre, que la vérité libère. Mais personne ne vous a dit le prix de cette liberté. Personne ne vous a prévenu que, lorsque vous dissolvez les illusions qui font tenir la société, vous dissolvez aussi votre capacité à y appartenir. Alan Watts appelait ça le fardeau de la lucidité. Et ce n'est pas une simple métaphore. C'est l'expérience vécue par tous ceux qui ont regardé au fond du puits et ont entrevu le vide, derrière le rideau. Laissez-moi vous parler d'Antoine, quelqu'un qui a vécu ça. Antoine, intelligent, curieux, remettant toujours tout en question. Pendant des années, Antoine a cherché à comprendre. Il a dévoré la philosophie, pratiqué la méditation, étudié les neurosciences, et petit à petit, les couches de l'oignon sont tombées. Il a commencé à discerner les schémas, les récits collectifs, les illusions que tout le monde accepte comme réalité. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à se sentir comme un étranger, dans son propre monde. Les conversations superficielles sur le travail, l'argent, le statut social, lui paraissaient être du théâtre, des gens se plaignant de problèmes qu'il percevait comme auto-créés, frustrants. L'obsession collective pour la sécurité. Le contrôle, l'avenir, un jeu de rôle géant auquel tout le monde avait accepté de jouer, sauf lui, Antoine, avait vu. Et une fois que vous avez vu, on ne peut plus revenir en arrière. Alan Watts disait « Tenter de revenir à l'illusion, après l'avoir traversée, c'est comme essayer de croire au Père Noël, après avoir surpris vos parents en train de décorer le sapin. L'innocence ne revient pas, et avec elle, s'envole le confort d'appartenir. Mais voici le paradoxe, qui va vous déranger, et soyez attentifs, parce que c'est important. Voir ne vous rend pas supérieur. Voir vous rend seul. Et cette solitude n'est pas romantique. Ce n'est pas la solitude poétique des philosophes éclairés. C'est la solitude viscérale, d'être dans une pièce remplie de gens, et de ne pas pouvoir se connecter à personne, d'écouter les gens parler, et de réaliser que vous n'opérez plus dans la même réalité. Antoine a essayé de partager ce qu'il voyait. Il a tenté de montrer à ses amis, à sa famille, que leur anxiété, concernant l'avenir, était créée par leur esprit, que la recherche de sécurité était une illusion, que l'ego était un jeu, qu'ils prenaient beaucoup trop au sérieux. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont éloignés, pas avec colère, avec inconfort, parce que personne ne veut que vous dissolviez leur réalité. Même si c'est une réalité de souffrance, c'est la réalité connue, et les humains préfèrent la souffrance familière à l'inconnu libérateur. Alan Watts aperçut ça dans les années 60. Il voyait des gens s'éveiller, grâce aux pratiques zen, aux psychédéliques, à la philosophie orientale. Et il voyait aussi le prix qu'ils payaient, isolement, incompréhension.
la sensation de vivre dans un monde parallèle. Et il a posé une question que personne d'autre ne posait. Et si voir trop était aussi dangereux que de ne pas voir assez? Parce que réfléchissez, la société fonctionne sur des illusions partagées. L'argent, c'est du papier, que tout le monde convient d'avoir de la valeur. Le statut social, c'est un jeu, que tout le monde convient de jouer. Le temps est une construction, que tout le monde convient de croire. Et ces illusions ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles créent une structure, une coordination, une civilisation. Mais quand vous voyez à travers ces illusions, vous sortez du jeu. Et être hors du jeu signifie être hors de la connexion humaine qui se produit à l'intérieur. Antoine l'a compris trop tard. Il avait passé tellement de temps à déconstruire qu'il avait oublié comment construire. Il voyait à travers tout, mais il ne parvenait à participer à rien. Il avait gagné en clarté et perdu en compagnie. Et c'est là que la plupart des gens qui s'éveillent commettent l'erreur fatale. Ils pensent que voir est l'objectif final, qu'une fois que vous percevez l'illusion, vous êtes libre. Mais Alan Watts savait quelque chose que peu de gens comprennent, la liberté. Sans connexion n'est pas la liberté, c'est l'exil. Alors, que faites-vous? Quand vous voyez ce que les autres ne voient pas, comment vivez-vous dans ce monde, en sachant que les choses qui empêchent tout le monde de dormir la nuit sont des constructions mentales? Comment participez-vous au jeu social, en sachant que c'est un jeu? Alan Watts avait une réponse. Et ce n'était pas ce à quoi vous vous attendez. Il disait, vous faites semblant, mais pas avec cynisme, pas avec supériorité. Vous faites semblant, de la même manière qu'un adulte fait semblant de croire, au jeu d'un enfant, avec amour, avec respect, avec la sagesse de savoir que le jeu importe plus que la réalité qui se cache derrière. Pensez à un enfant jouant à la poupée. Il sait que ce n'est pas une vraie maison. Il sait que la poupée n'est pas un vérail bébé. Mais le jeu est réel. L'expérience est réelle. Et un adulte qui intervient et dit à l'enfant que tout est faux n'est pas éclairé. Il est cruel. Alan Watts percevait la vie de la même manière. Il voyait à travers les illusions. Mais il choisissait d'y participer, non pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il comprenait que la danse importe plus que la destination. Antoine a mis des années à en arriver là, des années d'isolement, à sentir qu'il avait raison et que tout le monde avait tort, à porter le fardeau de la conscience comme un poids, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose qui a tout changé. Voir n'était pas le problème. Le problème, c'était le sérieux. Il avait traité sa vision, là comme une vérité sacrée, qui devait être défendue. Il était devenu un évangéliste de l'éveil, et dans ce processus, il était devenu aussi rigide que les gens qu'il critiquait. Il avait échangé une illusion contre une autre, l'illusion qu'il avait raison et que les autres avaient tort. Et c'est là qu'Alan Watts est réapparu dans l'histoire, à travers une vieille conférence qu'Antoine a trouvée lors d'une nuit d'insomnie. Watts était en train de rire du sérieux des gens éclairés, de rire de l'ego spirituel, de rire de lui-même. Et il a dit quelque chose qui est resté gravé dans l'esprit d'Antoine. Si vous avez trouvé la vérité et perdu le sens de l'humour, vous n'avez pas trouvé la vérité, vous avez trouvé un autre dogme. Parce que la vraie vérité, la vérité zen, ne vous rend pas sérieux, elle vous rend léger, elle ne vous rend pas supérieur, elle vous rend humble. Elle ne vous isole pas, elle vous reconnecte, mais d'une manière différente. Antoine a commencé à expérimenter. Il a arrêté d'essayer de convaincre les gens, arrêté de pointer du doigt les illusions,
arrêté d'être le mec éclairé, relou du groupe, et a commencé simplement à être présent, à écouter, participer aux conversations sur des banalités, avec un intérêt véritable. Et devinez ce qui s'est passé? Les gens ont recommencé à se rapprocher. Pas parce qu'il avait changé la vérité qu'ils voyaient, mais parce qu'il avait changé la manière dont il se reliait à elle. Il a vu que son ami, disons, Antoine, était anxieux à propos de l'argent. Et au lieu de lui dire que l'argent est une illusion, il a simplement écouté, il a offert sa compagnie, sa présence. Il a vu que sa sœur Sophie était obsédée par le mariage parfait. Et au lieu de détruire ce fantasme, il l'a aidé à choisir des fleurs. Il a participé à l'illusion, avec amour. Et paradoxalement, cette participation consciente était plus zen que tout l'éloignement illuminé. Alan Watts appelait ça « être dans le monde, mais pas du monde ». Vous voyez à travers le jeu, mais vous jouez tout de même. Non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que le jeu est beau, parce que les autres joueurs comptent, parce que la danse est la vie elle-même. Et voici le reviravolte qui change tout. Peut-être que le danger de voir ce que les autres ne voient pas n'est pas la vision elle-même. Peut-être que le danger est l'attachement à la vision, l'identité d'être celui qui voit, l'ego spirituel qui dit « moi je sais » et vous ne savez pas. Parce qu'au moment où vous vous attachez à votre conscience élargie, vous créez une nouvelle prison, aussi limitante que la prison de l'inconscience. Vous échangez les chaînes de fer contre des chaînes d'or, mais vous restez prisonnier. Alan Watts a vécu ce paradoxe jusqu'à la fin. Il était un philosophe qui buvait trop, un maître zen qui avait des problèmes relationnels, un gourou qui riait de ses propres contradictions, et beaucoup le critiquaient pour ça. Il disait qu'il était hypocrite, qu'il prêchait une chose et en vivait une autre. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce exactement le point? Il n'a jamais prétendu être parfait, jamais prétendu avoir toutes les réponses. Il voyait à travers l'illusion de l'ego. Et il voyait à travers l'illusion de l'illuminé aussi. Il était tellement libre de l'identification qu'il pouvait être complètement humain, complètement faillible, complètement vivant. Et ça, paradoxalement, était plus illuminé que n'importe quel gourou sérieux pourrait l'être. Alors, quand vous sentez le poids de voir ce que les autres ne voient pas, quand vous sentez cette solitude cosmique, quand vous vous demandez si ça valait la peine d'ouvrir les yeux, rappelez-vous de ceci. Le danger n'est pas la vision, le danger est le sérieux. Le danger est de vous attacher au rôle de voyant, comme si cela vous définissait. Le danger est d'oublier que même l'illumination est une illusion, et que vous pouvez jouer avec elle. Et voici quelque chose qui va chambouler votre perspective. Peut-être que l'isolement que vous ressentez n'est pas causé par le fait de trop voir. Peut-être qu'il est causé par le fait de trop retenir. Laissez-moi vous expliquer. Quand Antoine était au sommet de sa solitude illuminée, il vivait en essayant de maintenir cette vision claire. Chaque matin, il méditait pour ne pas perdre cette clarté. Chaque conversation, il se surveillait pour ne pas retomber dans l'illusion. Chaque situation sociale, il restait en alerte, observant les schémas, voyant à travers le théâtre. Il vivait comme s'il était le gardien de la vérité. Comme si la vérité était quelque chose de fragile, qui avait besoin d'une protection constante. Mais Alan Watts dirait que cette attitude elle-même est plus illusion. Parce que la vérité n'a pas besoin de gardien. La réalité n'a pas besoin que vous lui rappeliez constamment son existence. L'univers ne va pas s'effondrer si vous vous détendez pendant 5 minutes. Et c'est exactement ce qu'Antoine a découvert, dans un moment inattendu. Il était à un barbecue de famille. Ce genre de réunion qu'il évitait normalement. Des oncles parlant de politique, complètement convaincus que leur opinion était la vérité absolue. Des cousins montrant leur nouvelle voiture, leurs investissements, leur promotion au travail.
sa cousine parlant du mariage parfait qu'elle était en train de planifier, son beau-frère se plaignant des impôts, tout le monde prisonnier des mêmes conversations superficielles qui ont toujours dérangé Antoine. Il voyait les schémas si clairement que ça lui faisait mal. Son oncle ne débattait pas de politique. Il essayait de se sentir intelligent. Son cousin ne montrait pas sa voiture. Il cherchait de la validation. Sa cousine ne planifiait pas un mariage. Elle essayait de combler un vide existentiel avec un rituel social. Tout était si évident, si transparent, si humain. Et Antoine était là, étant poli, mais mentalement absent, faisant les gestes sociaux sans réellement participer. Souriant au bon moment, hochant la tête, mais à l'intérieur, il se sentait comme un extraterrestre observant des rituels tribaux primitifs, jusqu'à ce que sa nièce de 6 ans, Léa, tire sur sa main et dise « Tonton, viens jouer avec moi à cache-cache ». Et pour une raison quelconque, il y est allé, pas parce qu'il pensait que c'était la chose zen à faire, pas parce qu'il avait lu ça dans un livre d'Alan Watts. Il y est juste allé. Il s'est caché derrière un arbre. Il a laissé la petite fille le trouver. Il a ri quand elle a crié « Trouvé !» Et pendant ces 15 minutes de jeu, il ne voyait à travers rien. Il n'observait pas de schéma. Il n'était pas conscient d'être conscient. Il était juste en train de jouer. Et quand le jeu s'est terminé et qu'il est retourné au barbecue, quelque chose avait changé. Les oncles parlaient encore de politique. Les cousins montraient encore leur voiture. Mais Antoine ne se sentait plus supérieur à tout ça. Il était juste présent, et c'est là, sans chercher, sans forcer, qu'il a compris ce qu'Alan Watts voulait dire par jeu. La vie est un jeu de cache-cache que l'univers joue avec lui-même. Et la beauté du jeu n'est pas de révéler où tout le monde est caché. La beauté est de participer au cache-cache. C'est de laisser certaines choses rester un mystère. C'est de ne pas être le mec lourd qui gâche le jeu. Alan Watts avait une façon poétique de décrire ça. Il disait que l'univers se cache de lui-même à travers des milliards de personnes qui croient être séparées. Et le réveil n'est pas la fin du jeu. C'est le moment où l'univers, à travers vous, dit « Ah ah, je t'ai eu », mais continue de jouer tout de même. Parce que serait le jeu si tout le monde restait immobile en disant « Hé, tout est U1 ». Il n'y a pas de séparation. Tout ça est une illusion. Le jeu se terminerait. Et avec lui, l'expérience. Antoine a commencé à voir ça partout. Au travail, il voyait ses collègues stressés par les délais. Et oui, il voyait que le stress était créé par l'esprit. Mais au lieu d'être frustré par leur aveuglement, il a commencé à voir ça comme un autre mouvement du jeu cosmique. L'univers était en train de jouer à être stressé à travers ces personnes, de la même manière qu'il était en train de jouer à être détendu à travers lui. Il n'y avait pas de bien ou de mal. Il y avait juste des expériences différentes qui se déroulaient. Et quand vous voyez ça, la solitude disparaît, parce que vous n'êtes plus séparé des autres par votre conscience. Vous êtes connecté à eux, à travers la même source qui joue tous les rôles. Mais écoutez attentivement, parce qu'il y a ici un malentendu que beaucoup de gens commettent, et c'est un malentendu dangereux. Cette idée que tout est un jeu ne signifie pas que rien n'a d'importance. Ce n'est pas du nihilisme. Ce n'est pas une excuse pour ne pas se soucier de la souffrance, de l'injustice, de la douleur. C'est exactement l'inverse. Quand on comprend que tout est un jeu, on arrive à s'investir plus profondément, parce qu'on ne porte plus le poids de devoir tout réparer. On peut être présent face à la souffrance sans être détruit par elle. On peut agir sans le fardeau du héros sauveur. Antoine a testé ça quand sa sœur a traversé un divorce difficile. Avant, il aurait fait un sermon sur l'attachement et l'impermanence. Il aurait essayé de l'extraire de sa douleur. Mais cette fois, il est juste resté avec elle. Il a pleuré avec elle. Il a écouté les mêmes histoires répétées 1000 fois. Il l'a serrée dans ses bras sans essayer de réparer.
Et paradoxalement, cette présence simple a été plus utile que n'importe quelle sagesse spirituelle, parce que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas de voir à travers l'illusion du mariage. C'était de sentir qu'elle n'était pas seule dans sa douleur, et ça, c'est le Wu Wei, l'action sans effort. Pas parce qu'on ne fait rien, mais parce qu'on agit sans la résistance interne de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Alan Watts disait que le Wu Wei, c'est comme faire de la voile. On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut ajuster les voiles. On travaille avec les forces de la nature, pas contre elles. Et dans le contexte du fardeau de la lucidité, les forces de la nature incluent l'inconscience des autres, l'illusion collective, le sommeil partagé. On ne lutte pas contre ça, on danse avec ça. Pensez à l'eau qui descend la montagne. Elle ne force pas le chemin, elle trouve le chemin. Quand elle rencontre une pierre, elle ne s'arrête pas en disant « Cette pierre est mal placée, elle devrait être ailleurs ». Elle flue simplement autour, et avec assez de temps. Avec assez de patience, l'eau sculpte la pierre, pas avec la force, avec une persistance douce, et c'est comme ça qu'on vit avec le fardeau de la lucidité dans un monde d'inconscience. On n'est pas le marteau qui essaie de briser les illusions des autres. On est l'eau qui flue autour d'elle, et peut-être, juste peut-être, avec le temps et la présence, on en dissout quelques-unes, mais pas parce qu'on a essayé, parce qu'on a flué. Alan Watts avait une autre métaphore qu'Antoine adorait. Il disait qu'essayer de faire s'éveiller les gens, c'est comme essayer de faire éclore une fleur en forçant les pétales. On peut réussir à ouvrir la fleur, mais on la tue dans le processus. La fleur éclot quand c'est le moment, quand le soleil s'est levé, quand la température est bonne, et tout ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions, pas forcer les résultats. Et dans le contexte de voir ce que les autres ne voient pas, le Wu Wei signifie ne pas forcer la conscience chez les autres. Ça signifie permettre à chacun de s'éveiller à son rythme, ou de ne pas s'éveiller du tout, et de continuer à aimer malgré tout. Parce que voici un autre paradoxe à intégrer. Alan Watts ne pensait pas que tout le monde avait besoin de s'éveiller. Il ne pensait pas que tout le monde devait voir à travers les illusions. Il voyait la société comme un organisme, et dans un organisme sain, différentes cellules ont différentes fonctions. Certaines cellules doivent être profondément immergées dans l'illusion pour construire, créer, maintenir la structure. D'autres cellules doivent être à la périphérie, observant les schémas, questionnant. Le problème, ce n'est pas d'être dans un rôle ou l'autre. Le problème, c'est de penser que son rôle est supérieur. Et quand Antoine a finalement compris ça, quand il a arrêté de voir sa lucidité comme une conquête et a commencé à la voir comme juste une perspective différente, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il s'est senti connecté de nouveau. Non pas malgré le fait de voir différemment, mais grâce au fait de voir différemment. Il avait des conversations profondes avec son ami qui était obsédé par l'argent. Il n'était pas d'accord avec l'obsession. Mais il arrivait à honorer le parcours de son ami. Il arrivait à voir que peut-être son ami avait besoin de traverser cette expérience pour éventuellement la dissoudre. Il avait de la patience avec les membres de sa famille pris dans des drames, parce qu'il voyait qu'il était lui aussi pris dans ses propres drames. Sauf que les siens étaient des drames spirituels, le drame de vouloir être au-delà du drame. Et quand on voit que même l'éveil est une autre forme de sommeil, on se réveille finalement vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que quelque chose a résonné, si cette vidéo a dissous une illusion en vous ou vous a aidé à porter le fardeau de la lucidité plus légèrement, le Super Thanks juste en dessous n'est pas juste un bouton. C'est vous qui dites « Cette sagesse zen appliquée au monde moderne a de la valeur ». C'est vous qui validez que la philosophie profonde mérite d'exister dans un algorithme qui favorise le contenu superficiel. C'est vous qui faites partie de ceux qui choisissent les paradoxes au lieu des réponses
toute faite. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne me soutenez pas moi. Vous soutenez cette quête collective de la vérité qui ne peut pas être dite, mais peut être montrée. Alors si ça a fait une différence, montrez-le maintenant. Mais il y a quelque chose de plus pratique que vous pouvez faire. Quelque chose qu'Alan Watts enseignerait. Une pratique simple pour les prochains jours. Quand vous vous surprendrez à ressentir cette solitude, de voir ce que les autres ne voient pas, quand vous vous sentirez tenté de pointer du doigt les illusions, quand vous aurez envie de crier à tout le monde de se réveiller, faites ça, pause, respirez, et demandez-vous, est-ce que je veux partager cette vérité par amour ou par ego? Est-ce que je veux aider cette personne ou prouver que je sais mieux? Et si la réponse honnête est ego, si c'est supériorité, si c'est besoin de validation, souriez simplement. Reconnaissez, vous avez pris votre propre ego spirituel en flagrant délit. Et ça, paradoxalement, c'est plus éclairé que n'importe quel enseignement que vous pourriez donner. Parce qu'Alan Watts savait que le plus grand tour de l'ego, c'est de se déguiser en illumination. C'est de prendre votre fardeau de la lucidité et de le transformer en une nouvelle identité. Et quand vous voyez ce tour de passe-passe, quand vous en riez, vous êtes plus proche de la vérité que quand vous étiez sérieux en essayant d'être éclairé. Alors voici la pratique zen pour vous qui voyez trop, pour vous qui sentez le poids de la conscience, pour vous qui vous demandez comment vivre dans ce monde en sachant ce que vous savez. Première chose, arrêtez d'essayer de sauver tout le monde, sérieusement. La plupart des gens ne veulent pas être sauvés, et c'est complètement valable. Respectez leur parcours, même si ça ressemble à de la souffrance inutile. Qui êtes-vous pour dire ce qui est nécessaire dans le parcours d'une autre âme? Deuxième chose, cultivez le sens de l'humour. Surtout, sur vous-même particulièrement. Alan Watts riait plus qu'il ne prêchait. Et plus vous riez de l'absurdité cosmique d'être conscient dans un univers qui feint de ne pas l'être, plus ça devient léger. Troisième chose, pratiquez ce que les bouddhistes zen appellent l'esprit du débutant. Même si vous avez vu à travers 1000 illusions, abordez chaque moment comme si c'était la première fois, parce que ça l'est. Cet instant précis ne s'est jamais produit auparavant. Et votre vieille sagesse pourrait vous aveugler à la nouvelle révélation. Quatrième chose, participez aux jeux, aux illusions, à la danse sociale, pas avec cynisme, mais avec la même joie qu'un enfant participe au jeu. Savoir que c'est un jeu ne gâche pas le plaisir, ça l'intensifie. Et cinquième chose, la plus importante, rappelez-vous que vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Pas seulement vous, tout le monde, cette personne qui vous irrite avec son inconscience, c'est aussi l'univers. Ce politicien qui semble activement œuvrer à maintenir les gens dans l'illusion, c'est encore l'univers. On pourrait presque imaginer Macron qui valide tout ça, non? Et si tout est l'univers, alors il n'existe personne à l'extérieur pour juger qui est plus ou moins éveillé. C'est tout un jeu de cache-cache cosmique, et vous avez découvert votre cachette. Mais cela ne fait pas de vous le gagnant. Cela vous donne simplement une perspective différente. Antoine a pratiqué cela fidèlement, pas parfaitement, parce que la perfection est encore une illusion, mais consistamment. Et peu à peu, cette solitude cosmique qui le hantait s'est transformée en quelque chose de différent. Pas exactement de la solitude, pas exactement de la connexion, quelque chose au milieu. Une capacité à être profondément seul et profondément connecté au même moment. Il a commencé à percevoir qu'il vivait dans de multiples réalités simultanément. Dans une réalité, il était Antoine, 38 ans, profession spécifique, histoire particulière, problèmes et préoccupations humaines. Et dans cette réalité, les choses importaient profondément. Mais dans une autre réalité, simultanée. Il était conscience, regardant Antoine se dérouler, et dans cette perspective, rien n'importait, parce que tout était jeu, tout était danse cosmique, et la liberté n'était pas de choisir une réalité et de nier l'autre.
La liberté était d'habiter les deux au même moment, sans conflit, sans contradiction. Alan Watts appelait cela la double vision, la capacité de voir avec des yeux humains et des yeux cosmiques au même moment, de sentir la douleur complètement, et de savoir que la douleur est illusion complètement, de s'impliquer profondément et de se détacher complètement. Et cela semble paradoxal, uniquement pour l'esprit qui insiste pour tout résoudre avec la logique. Pour l'esprit zen, le paradoxe n'est pas un problème, c'est une solution. Il pouvait être dans une foule et sentir l'univers se regarder lui-même à travers des milliers d'yeux. Il pouvait être seul chez lui et sentir chaque atome de son corps danser avec chaque atome du cosmos. Il pouvait pleurer en voyant la souffrance dans le monde et sourire en sachant que même la souffrance fait partie de la danse. Ce n'était pas de la dissociation, ce n'était pas de l'évasion. C'était la présence totale, dans de multiples dimensions simultanément. C'était être complètement humain et complètement divin, complètement dans l'illusion et complètement au-delà. La séparation s'était dissoute, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Il ne s'était pas fondu avec tout dans une extase mystique permanente. Il n'avait pas perdu son individualité dans un vide impersonnel. Il avait simplement arrêté de résister à l'expérience paradoxale d'être une vague individuelle dans un océan infini, d'être une note spécifique dans une symphonie infinie, d'être un jeu particulier dans le jeu cosmique. Et ça, c'est la liberté. Pas la liberté d'échapper à la forme, mais la liberté de danser avec elle, d'être elle, complètement, sans réserve, sans le narrateur interne disant « ce n'est que de l'illusion ». Parce que même le narrateur fait partie de l'illusion, et même l'illusion fait partie de la vérité. Alan Watts est mort en 1973, mais les questions qu'il a posées restent vivantes. Et peut-être que la plus importante d'entre elles est celle-ci. Comment vivez-vous authentiquement en sachant que tout est un jeu, sans tomber dans le cynisme de penser que rien n'importe? Et la réponse, comme toutes les réponses zen, est un paradoxe. Vous vivez comme si tout importait profondément, et en même temps, vous vous accrochez légèrement, vous vous souciez complètement, et vous vous détachez complètement. Vous voyez à travers les illusions, et vous jouez avec elles malgré tout. Vous reconnaissez le vide, et vous célébrez la forme. Vous savez que le moi est une illusion, et vous vivez pleinement à travers cette illusion. Parce qu'au final, le danger de voir ce que les autres ne voient pas n'est pas la vision elle-même. C'est d'oublier de danser après avoir vu, c'est d'être paralysé par la vérité. C'est de se prendre tellement au sérieux que vous perdez la grâce du jeu. Et si vous vous demandez si ça valait la peine d'avoir vu, si le prix de la lucidité était trop élevé, Alan Watts dirait « Cette question montre déjà que vous êtes encore piégé, parce que lorsque vous voyez vraiment, il n'y a aucun regret. Il y a seulement continuer à voir, plus profond, plus léger, avec plus d'humour, jusqu'à ce qu'un jour, vous voyez si profond que vous voyez qu'il n'y a jamais rien eu à voir. Et vous riez, et vous continuez à vivre. Parce que, quoi d'autre à faire? Maintenant, racontez-moi, dans les commentaires, quand avez-vous vu pour la première fois quelque chose que les autres ne voyaient pas? Comment était-ce? Vous êtes-vous senti spécial ou solitaire? Et comment gérez-vous cela aujourd'hui? Racontez. Parce que quand vous mettez en mots, vous traitez l'information. Et quand les autres lisent, ils se sentent moins seuls dans leur parcours. Alors écrivez, même si c'est difficile, surtout si c'est difficile. Et si quelqu'un que vous aimez traverse cela, ce poids de trop voir, partagez cette vidéo, pas comme un sermon, mais comme de la compagnie, comme une façon de dire « je te vois voir, et tout va bien ». Parce qu'au final, peut-être que l'antidote à la solitude de voir ce que les autres ne voient pas n'est pas de leur faire voir, c'est de trouver d'autres qui voient aussi, et ensemble rire de l'absurdité cosmique et continuer à danser malgré tout.